Dans la grande maison au portail en fer forgé, le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est une frontière invisible, une barrière entre ce que l'on dit et ce que l'on tait. Élise Massamba a 16 ans, mais dans cette maison, elle n'est jamais devenue la fille. Elle est celle qu'on a recueillie. Le mot « adopté » n'est prononcé que lors des disputes, dans les coins sombres du salon, à voix basse. Depuis ses 4 ans, elle vit ici, à Nantes, dans cette maison de pierre grise, avec ses tomates froides et ses escaliers qui craquent comme des gémissements du passé. Margot, sa sœur adoptive, a 2 ans de plus. Elle joue du piano et rêve de Saint-Cyr. Lucas, le frère, est le fils aîné, 19 ans, arrogant, sarcastique, sportif. Leur mère, Béatrice, est une femme sèche, belle, mais rigide, qui respire l'éducation catholique traditionnelle. Leur père, Georges, était la seule lumière, la seule voix douce dans ce foyer. Élise excelle au lycée, aime la littérature, les sciences, mais à table, elle est invisible. Ses réflexions, ses sourires, ses succès sont accueillis par des silences polis ou de l'irritation voilée. La couleur de sa peau, son histoire, sa simple présence, semblent troubler un équilibre familial qu'on voulait parfait. Georges Massamba est mort un jeudi matin d'une crise cardiaque dans son bureau. Un décès brutal, inattendu. À l'église, on pleure. Les discours s'enchaînent, chacun évoque ses vertus. Élise reste droite, digne, sa douleur est réelle mais isolée. Après l'enterrement, un notaire remet une enveloppe à Béatrice. Une lettre. Il voulait qu'elle soit remise à Élise après sa mort. Béatrice ne dit rien. Elle range la lettre dans son sac, comme on enterre un secret. Cette nuit-là, Élise entend sa mère parler à voix basse dans le bureau. Cette lettre aurait dû être brûlée. On aurait dû ne jamais la garder ici. Élise comprend que cette lettre la concerne et qu'on veut l'en empêcher. Le doute s'installe. Pourquoi maintenant? Pourquoi une lettre à elle, seulement elle? Elle veut croire que ce n'est rien, ou qu'elle ne mérite pas de savoir. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis juste une erreur, une trace d'un passé honteux. Dans sa chambre, devant le miroir fissuré, elle serre la veste kaki de son père comme une armure. La colère bouillonne, mais la peur l'étouffe, et si cette lettre révélait quelque chose d'encore pire? Madame Katia habite la maison voisine depuis toujours. Vieille, excentrique, ancienne professeure de philosophie à la retraite, elle est la seule adulte du quartier qui parle à Élise avec considération. 3 jours après les funérailles, alors qu'Élise rentre du lycée, elle l'attend dans le jardin. « Tu n'es pas venu me voir, il aurait voulu que tu le fasses. » Élise la regarde surprise. Katia tend un objet enrubanné, un petit carnet et une enveloppe. « J'ai fait une copie de la lettre. Et ce carnet, c'est de lui aussi. Garde-les, tu dois savoir. » Élise tremble, elle hésite. Mais dans le regard de la vieille dame, elle voit cette lueur. Celle que son père avait quand il posait la main sur son épaule, la lueur de la vérité. Tu n'es pas seulement une invitée dans cette famille, Élise, tu es bien plus. Ce soir-là, Élise lit la lettre. Les mots de Georges sont clairs, écrits à la main, d'une plume lente et appliquée. Ma chère Élise, il est temps que tu saches ce que personne n'a eu le courage de te dire. Georges révèle tout. Élise n'a pas été simplement adoptée. Elle est sa fille biologique. Sa mère s'appelait Maoussi, une infirmière congolaise avec qui Georges a vécu une relation passionnée lors d'une mission humanitaire en 2006. Quand Maoussi est tombée enceinte, Georges n'a pas eu le courage de faire éclater sa vie en France. Il lui a proposé de l'aider à distance. Maoussi a refusé. Elle est morte quelques années plus tard, laissant Élise orpheline. Quand il a appris la mort de Maoussi, Georges a insisté pour qu'Élise soit envoyée en France dans son foyer sous couverture d'une adoption. « Je n'ai jamais eu la force de te reconnaître comme ma fille. Je pensais attendre que tu sois majeure. Je voulais te protéger, mais je t'ai blessé plus encore. Pardonne-moi. » La douleur d'Élise est indescriptible. Son monde bascule. Elle n'est pas seulement l'étrangère de la maison, elle est l'héritière oubliée. La fille que personne ne voulait reconnaître, le fruit d'un amour interdit, nié, dissimulé derrière des années de silence. La lettre ne fait pas couvrir une blessure, elle déclenche une guerre. Quand Béatrice apprend qu'Élise a lu la lettre, son regard se transforme en tempête. Elle la gifle pour la première fois. « Tu salis la mémoire de mon mari, tu mens !» Lucas hurle à Élise qu'elle n'est qu'une voleuse, une menteuse, une intruse. Margot, elle, reste figée, silencieuse. Mais elle évite Élise, change d'horaire et retire une photo d'elle deux dans sa chambre. Mais Élise n'est plus la même. La vérité lui a donné une force nouvelle. Elle veut savoir tout ce qu'on lui a caché. Dans le carnet, Élise découvre des lettres de Georges à Maoussi. Elle découvre aussi une photo, Georges tenant un bébé métis dans ses bras, le regard tendre, une larme au coin de l'œil. Elle, Élise, bébé dans les bras de son père biologique. Elle commence à chercher le passé, elle fouille les archives, retrouve le dossier d'adoption et contacte une association pour retrouver la famille de Maoussi. Elle découvre que sa mère biologique a laissé un médaillon avec son prénom gravé, Maoussi, celle qui est née un jeudi.
Le notaire prend la parole dans une salle froide de l'étude de Maître Dumont. Ils sont tous là, Béatrice, Margot, Lucas et Élise, droite, mais tremblante intérieurement. Elle n'a pas été invitée, elle est simplement venue, déterminée, poussée par la voix de Georges dans sa tête. « Je dois être là ». Le notaire ouvre un dossier épais. Monsieur Massamba a laissé un document annexe, scellé, à lire lors de l'ouverture du testament, sous condition de la présence de Mademoiselle Élise Massamba. Un silence épais tombe sur la pièce. Béatrice pâlit, Lucas tape du poing sur la table, Margot baisse les yeux. « Ce n'est pas nécessaire », crache Béatrice. « Si », dit Élise simplement. La lettre est lue. « Je déclare par la présente que Mademoiselle Élise Massamba est ma fille biologique, née de ma relation avec Maoussi Akaba. Je n'ai jamais eu le courage de l'annoncer de mon vivant. Je lui lègue la maison de campagne à Uzès, les lettres de sa mère et les droits d'auteur de mes ouvrages. » Un souffle collectif. Lucas se lève. « C'est un mensonge, c'est un coup monté. » Béatrice s'effondre en larmes. Margot murmure. « Il m'a toujours dit qu'elle était spéciale. Je ne comprenais pas pourquoi. » Mais Élise reste debout, pas par fierté, par devoir. Son cœur bat à tout rompre, mais elle sent enfin que le poids de l'ombre commence à se dissiper. Les funérailles de Georges sont simples mais solennelles. Dans l'église Saint-Félix, la lumière filtre à travers les vitraux, la voix de l'orgue monte comme une plainte sacrée. Au moment des hommages, Béatrice refuse qu'Élise parle. « Tu ne fais pas partie de cette famille. » Mais Élise s'avance. Elle sort la lettre de Georges de sa poche, elle la lit devant tout le monde, chaque mot résonne comme un coup de tonnerre dans les travées de l'église. « Je l'ai aimé, j'ai fui, j'ai trahi, mais j'ai voulu réparer même trop tard. Élise, tu es la meilleure part de moi, pardonne-moi ma fille. » Des murmures. Une femme au fond se lève, sort. Margot retient ses larmes. Lucas quitte la salle, Béatrice reste de marbre. Mais Élise, elle ne tremble plus, elle ne fuit plus, elle ne supplie plus, elle existe enfin. Le lendemain, une enveloppe glissée sous sa porte, de Margot. « Je ne sais pas comment réagir, mais je suis désolée. Tu méritais mieux, je veux qu'on parle. » Et puis, un cadeau, un pendentif. Celui de Maoussi, le médaillon en or que Katia avait retrouvé et conservé. « Ta mère te l'avait laissé, ton père me l'a confié. Il pensait attendre que tu sois prête. Mais tu l'as toujours été, Élise. C'est nous qui ne l'étions pas. » Dans la chambre vide de Georges, Élise ouvre un tiroir. Elle y trouve un enregistrement sur une vieille clé USB. Son père y lit un poème. « Si je me tais, c'est par peur, mais si je t'aime, c'est sans détour. Tu es celle que j'ai perdue et retrouvée, ma vérité. » Élise pleure. Pour la première fois, elle laisse couler les larmes sans honte. Le lendemain de la cérémonie, la maison semble encore plus froide qu'à l'habitude. Élise traverse le couloir, sac en bandoulière, tenue simple. Margot l'attend au bas de l'escalier. « Tu vas vraiment partir ? Il n'y a plus rien ici pour moi ?» Margot baisse les yeux. « Tu comptes revenir ? Pas pour vous. Pour lui peut-être. » Elle quitte la maison familiale, ce n'est pas une fuite, c'est une libération. Katia l'accueille temporairement chez elle. Dans sa chambre d'amis, Élise affiche la photo de sa mère Maoussi, le poème de son père, et un petit calendrier avec une seule date encerclée en rouge, le 12 août, le jour où elle a décidé qu'elle partirait au Congo. Elle envoie son dossier à une ONG humanitaire, Racines Perdues, qui aide les enfants adoptés à retrouver leurs origines. Dans le formulaire, à la question « Pourquoi voulez-vous partir ?», elle écrit « Parce que je ne veux plus qu'on m'écrive mon histoire à ma place ». Août, l'avion survole Kinshasa. En bas, les toits brillent sous le soleil, les rivières serpentent comme des veines vivantes. Élise regarde par le hublot. Son cœur bat à nouveau, d'une peur belle, d'un espoir intense. Elle atterrit avec un sac à dos, un médaillon et des photos. L'ONG l'accueille, une traductrice, Awa, l'aide à parcourir les registres. « Tu sais, ta mère n'était pas n'importe qui. Elle a aidé à sauver beaucoup de femmes pendant la guerre. On parle encore d'elle ici. » Élise visite la clinique où travaillait Maoussi. Les murs sont fatigués, mais les gens la reconnaissent. Une infirmière âgée, les larmes aux yeux, lui dit « Tu lui ressembles, dans les yeux surtout. » Elle reçoit un cahier de lettres manuscrites que Maoussi écrivait à sa fille sans jamais savoir où elle était. « Un jour, si tu me lis, sache que tu as été voulu, aimé, espéré. Chaque ligne est un baume, chaque mot est un ancrage. » Élise renaît. Elle décide de rester quelques mois à Kinshasa pour faire du bénévolat à la clinique, pour marcher sur les traces de sa mère et écrire les siennes. Mars, 7 mois plus tard. Élise revient brièvement à Nantes. Elle n'a plus la même démarche. Son regard est stable, droit. Sa peau brille sous le soleil printanier. Elle dépose une rose blanche sur la tombe de Georges. « J'aurais voulu que tu aies eu le courage de le dire de ton vivant. Mais merci de me l'avoir écrit. Je te pardonne et je t'aime. » Margot vient à sa rencontre. « Tu vas repartir ? » « Oui, je vais écrire un livre. Sur elle, sur moi. » Margot tend un vieux cahier. C'est un carnet vide. « Celui-là est à toi ?
raconte ton histoire toi-même. Et Élise repart. Elle ne revient pas à la maison familiale. Tu as eu le courage de le dire de ton vivant. Mais merci de me l'avoir écrit. Je te pardonne et je t'aime. Margot vient à sa rencontre. Tu vas repartir ? Oui, je vais écrire un livre. Sur elle, sur moi. Margot tend un vieux cahier. C'est un carnet vide. Celui-là est à toi. Raconte ton histoire toi-même. Et Élise repart. Elle ne revient pas à la maison familiale, mais elle revient à elle-même. Fille de deux mondes, fille du silence et de la vérité. Et surtout, fille debout, elle a quitté le mensonge, elle a affronté ses peurs, elle a découvert ses origines, elle a transformé la douleur en lumière. Elle est devenue son propre nom.